Donc, ravie de vous avoir parmi nous. Je suis Sarah Benani Deli, en charge des projets recherche et développement au sein de CNES Solutions. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la dénutrition dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce webinaire le docteur Carole Zekeli, qui connaît parfaitement le sujet, qui abordera différentes thématiques autour de la dénutrition. Donc, docteur Zekeli, je vous laisse vous présenter. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis médecin, je suis gériatre, je suis médecin des hôpitaux et j'ai fait toute ma carrière à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, où j'ai beaucoup travaillé sur la nutrition, mais particulièrement la dénutrition du sujet âgé. J'ai été présidente de clan et responsable de la commission gériatrique du clan central de la PHP. Et depuis 2017, je suis détachée de la fonction publique hospitalière et je suis médecin-chef dans un établissement gériatrique de 248 à Hyères, dans le Var. C'est un établissement de la fondation Causse Alexandre Glasberg. Parfait, merci. Donc, pour le déroulement de ce webinaire, j'espère que tout le monde voit bien le diaporama qui s'affiche. On commencera par présenter quelques chiffres clés de la dénutrition. Vous retrouverez toutes les sources bibliographiques en fin de présentation et également sur le site dédié à la semaine de la dénutrition, la semaine nationale. Ensuite, le docteur Zekeli prendra la parole pour aborder 3 thématiques. Donc, qu'est-ce que la dénutrition? Comment diagnostiquer la dénutrition? Facteurs de risque et conséquences. Et enfin, on passera à une session de questions-réponses où là, on vous laissera la parole après que le docteur Zekeli nous ait donné son avis sur les questions. Donc, docteur, c'est à vous. Ah non, c'est à moi, pardon. Donc, quelques chiffres de la dénutrition. On dénombre plus de 2 millions de personnes en France qui sont touchées par la dénutrition. Dont 30 à 70% des personnes âgées qui sont hospitalisées, donc près d'une personne sur 2, c'est en moyenne 50%. 15 à 38% des personnes âgées vivant en EHPAD, donc on constate que l'institutionnalisation entraîne une personne sur 3 qui est dénutrie. C'est un chiffre assez important. 4 à 10% des personnes âgées à domicile sont dénutries, donc un petit peu moins qu'en EHPAD. Et on voit également que la maladie entraîne aussi la dénutrition, donc la maladie qui souvent nécessite la prise de nombreux médicaments, donc avec 40% des personnes qui ont un cancer ou la maladie d'Alzheimer qui sont dénutries. Donc, passons aux thématiques autour de la dénutrition. Docteur Zekeli, c'est à vous. Alors, on va essayer de donner une définition de la dénutrition qui est peut-être un peu lourde, mais on va essayer un peu de simplifier les choses. Donc, comment on définit la dénutrition? La dénutrition représente l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel. Donc, ce déséquilibre nutritionnel, il est caractérisé par un bilan énergétique et ou protéique qui va être négatif. Cette dénutrition, elle peut être liée à un ou à plusieurs facteurs. Ça peut être un déficit d'apport protéino-énergétique, tout simplement la personne mange moins, elle est en carence alimentaire, moins d'apport. Ça peut être aussi une augmentation des dépenses énergétiques totales, par exemple dans le cadre d'un processus inflammatoire. Et puis, aussi une augmentation des pertes énergétiques et ou protéiques. Alors, ce déséquilibre inhérent à la dénutrition conduit en fin de compte à des effets délétères sur l'organisme. Et ça va être associé à une aggravation, en fin de compte, du pronostic des maladies. Ça veut dire, pour essayer d'être simple, si une personne âgée est dénutrie et qu'elle fait une pathologie, par exemple une infection pulmonaire, elle risque justement d'aggraver son pronostic de la maladie. Elle serait mieux sortie, entre guillemets, de cette pathologie-là si elle n'était pas dénutrée. Ça va avoir un impact de cette dénutrition sur la qualité de vie. Et si on cible sur la population âgée, la population que je connais le mieux, ça va augmenter ce risque de dépendance.
Voilà. Donc, il va s'installer un peu une espèce de spirale délétère entre les causes et les conséquences de la dénutrition qu'on reprendra tout à l'heure, donc dans un second temps. Alors, on va essayer aussi, parce que c'est bien beau cette définition qui des fois n'est pas si simple que ça, mais comment faire en fin de compte pour diagnostiquer cette dénutrition? Alors, vous savez ou pas, mais en 2007 avaient été publiées les premières recommandations de la dénutrition chez la personne de plus de 70 ans. Et là, donc l'HAS vient de republier, ça vient d'être validé là justement en novembre, donc c'est vraiment tout récent, les critères de cette dénutrition. On s'aperçoit qu'en gros, c'est la même chose, les mêmes supports, je dirais, mais disons que les choses, avec ces années qui ont passé, notre expérience, ça s'est affiné. Donc, pour ce diagnostic, il va falloir au moins un critère phénotypique, je vais vous expliquer, et un critère étiologique. Alors, dans les critères phénotypiques, c'est la perte de poids. Alors, la perte de poids, il faut qu'elle soit plus de 5% en un mois ou de 10% en 6 mois. Alors, pour être concret, si vous avez une petite dame de 60 kg, eh ben, il faut qu'en un mois, elle ait perdu 3 kg, ou alors en 6 mois, elle ait perdu 6 kg. C'est quand même beaucoup plus concret pour qu'on se dise, tiens, elle a le critère phénotypique de la dénutrition. L'autre critère important, c'est aussi l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, vous savez, c'est le poids sur la taille au carré. Et donc, les recommandations disent qu'à partir du moment où elle est inférieure à 22, eh ben, la personne est dénutrée. Voilà. Et les données épidémiologiques ont bien montré qu'en fin de compte, il y a une surmortalité quand cet IMC, ce poids sur la taille au carré, est inférieur à 22. Et le troisième critère phénotypique, maintenant qu'ils décrivent, c'est la sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est la diminution de la force musculaire et de la masse musculaire. Donc vous voyez qu'il faut au moins ces 3 critères, au moins un des critères phénotypiques de dénutrition, et on va parler maintenant aussi des critères étiologiques. Alors je vais revenir sur ce poids parce que ce poids c'est vraiment le premier indicateur et ça c'est pas compliqué à faire et à suivre. Et par exemple dans les EHPAD ou dans les hospitalisations de soins de longue durée, il faut absolument peser les gens une fois par semaine, une fois par mois, pardon. Parce que ce qui est important c'est cette cinétique de poids. Un poids tout seul il ne veut rien dire, mais il faut toujours avoir un poids de référence. Et ce qu'on voit bien en gériatrie, c'est qu'on demande aux gens, moi je leur demande, mais quel était votre poids de forme? Alors, poids de forme, des fois, il date de 5, 10 ans ou 15 ans. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, c'est d'avoir un poids de référence. D'où, quand un résident va arriver en EHPAD, il faut absolument la peser. En général, c'est des choses qui sont faites. Et au domicile, il faut que les personnes soient pesées au moins une fois par mois. Ça, c'est le rôle des médecins traitants, mais ça peut être aussi le rôle des infirmières ou à la limite, il faut faire participer, ça peut être la famille. Donc, vraiment, cette courbe de poids, ça va être le meilleur indicateur. Voilà, ça, il faut que ça soit… Mais je pense qu'on a quand même pas mal évolué là-dessus. Alors, je vous ai dit, un critère phénotypique plus un critère étiologique. Alors, le critère étiologique, ça va être la réduction de la prise alimentaire de plus de 50% pendant plus d'une semaine. Vous allez me dire, ce n'est pas toujours facile à évaluer, mais si je reprends un EHPAD, par expérience, les aides-soignantes, elles connaissent à peu près la consommation des personnes et elles vont vous dire, ah mais vous savez, depuis quelques jours, la personne, elle mange moins bien. Et donc ça doit nous alerter. Alors c'est moins simple à domicile. Ou alors, s'il y a une réduction des apports, et là, vraiment très important, depuis plus de 2 semaines. Alors, vous allez me dire par rapport à quoi? Ça va être par rapport à la consommation habituelle de la personne. Voilà. Et ça, vraiment, je reviens, mais dans un EHPAD, ils connaissent bien les résidents et ça, c'est quelque chose d'assez simple à dire. Le deuxième critère étiologique, ça va être l'absorption réduite, une malabsorption. Ça, c'est le tube digestif. Et puis, le troisième critère étiologique dont il parle, c'est les situations pathologiques avec ou sans syndrome inflammatoire. Alors, ça va être toute pathologie aiguë, l'infection pulmonaire, la pneumopathie, la Covid-19, puisqu'on est en pleine crise sanitaire,
Et vous voyez qu'une personne qui va avoir une infection pulmonaire et qui va avoir perdu 3 kilos, par exemple, pour une dame de 60 kilos depuis un mois, et ben, cette dame-là, elle va avoir son critère de dénutrition. En dehors des pathologies aiguës, il y a toutes les pathologies chroniques, et vous savez très bien qu'elles sont très nombreuses chez le sujet âgé. Ça peut être du diabète, de l'insuffisance cardiaque, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a toutes les pathologies malignes évolutives, ça veut dire tous les cancers, bien sûr, évolutifs. Donc, vous voyez qu'on va être on va pouvoir donner un critère diagnostique de la dénutrition si on associe un du critère phénotypique dont je vous ai décrit et un critère étiologique. Donc, on va arriver vite à la dénutrition chez les sujets âgés. Et puis après, il faut quand même parler du diagnostic de la dénutrition sévère. Alors là, c'est plus simple, je dirais. Votre indice de masse corporelle inférieur à 20. Et là, la perte de poids, il faut qu'elle soit de 10% en un mois, c'est-à-dire pour une personne de 60 kg, ça va être la personne a perdu plus de 6 kg en un mois. De 15% en 6 mois, elle a perdu 9 kg en 6 mois. Et puis, l'autre critère important, c'est l'albuminémie qui sera inférieure donc, à 30 grammes par litre. Donc ça, on est dans la dénutrition qui va être dite sévère. Voilà pour les critères diagnostiques qui, j'espère, sont clairs. Donc ensuite, Sarah, nous devons passer aux facteurs de risque. Alors, n'hésitez pas à réagir sur le chat si vous avez des questions, nous y répondrons à la fin. Oui, d'accord. Alors, on va passer aux facteurs de risque et vous allez voir que les facteurs de risque de la dénutrition, ils sont extrêmement larges et vous allez dire en écoutant tout ça risque. Et c'est à peu près une réalité. Plus vous avancez dans l'âge et plus de toute façon vous êtes à un grand risque de dénutrition. Alors, il y a tous les facteurs psychosociaux environnementaux. Alors, l'isolement social. L'isolement social, une personne à domicile qui est seule, et on en a beaucoup, et ben, ça va être un grand risque de dénutrition. Les difficultés financières, il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même très important. Les problèmes de maltraitance aussi, souvent on n'y pense pas assez, dans ce cadre-là, hein, je veux dire. Le fait d'être hospitalisé, hein, l'hospitalisation c'est vraiment un grand risque de dénutrition, ça c'est quelque chose qu'on sait. Puis un point extrêmement important, c'est le changement des habitudes de vie, l'entrée en institution. Hein. Ça, l'entrée en institution, vous savez que c'est extrêmement souvent, c'est un grand traumatisme pour le résident et son entourage, mais voilà, c'est un grand risque de facteur de dénutrition. Maintenant, je suis prudente quand je dis ça parce que je me rends bien compte quand même qu'il y a des gens très isolés justement à domicile et à partir du moment où ils rentrent en institution, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils mangent, qu'ils ont la chance de manger en salle à manger le midi et le soir, dans une certaine convivialité, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre de personnes âgées qui justement reprennent du poids et améliorent justement leur statut nutritionnel. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut pas l'oublier. Alors, il y a tous les troubles bucco-dentaires. Alors, c'est extrêmement compliqué chez les personnes âgées. Extrêmement. Je pense que je ne sais pas qui est derrière la caméra, mais vous allez vous y reconnaître. Le mauvais état dentaire, hein, vous savez très bien que ça, c'est extrêmement compliqué. Tous les appareils, alors les appareillages mal adaptés, la personne amaigrie, elle va perdre son appareil dentaire, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Alors le perdre dans les deux sens, parce que la perte de l'appareil dentaire est aussi un énorme problème. On a les problèmes de sécheresse buccale, ça c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, de mycose, hein, donc de mycose, de candidose donc buccale ou oropharyngée, qui est extrêmement importante, c'est vraiment extrêmement fréquent. Tout bon gériatre ouvre la bouche d'un patient ou d'un résident et palpe son ventre, c'est vraiment ça, les deux premières choses, je dirais, que fait un gériatre à son examen clinique, et puis tous les troubles du goût, les dysbieusie, ça, les trucs de goût, bah, quand on n'a plus goût, bah, on n'a pas faim et du coup, on ne mange plus. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais bien zoomer aussi sur les troubles de la déglutition. C'est quelque chose extrêmement fréquent dans notre population âgée, pour des tas de raisons. Hein. Ils n'ont pas forcément l'AVC ou autre chose, mais c'est extrêmement fréquent et la prise en charge n'est pas simple. Il faut modifier les textures. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est très compliqué. Et puis, dans les facteurs de risque, on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans les définitions, c'est toutes les affections aiguës. Hein.
la personne qui va faire une pathologie infectieuse, pneumopathie, infection urinaire, voilà, toute infection virale, comme la Covid par exemple, mais la grippe c'est exactement pareil, sera au risque de dénutrition. Surtout si au départ elle n'avait pas déjà un bon statut nutritionnel, ça va vraiment aggraver les choses. Toute intervention chirurgicale, la personne qui chute, qui se fait la fracture du col et qui était déjà un petit peu dénutrie, ça devient vite extrêmement compliqué. Vous savez que la fracture du col chez les sujets très âgés, c'est un mauvais facteur de pronostic, ça c'est quelque chose qui est assez connu. Et puis, je parlerai, mais très peu, c'est quelque chose d'extrêmement connu, tout ce qui est constipation ou escarre, mais ça c'est autre chose. L'escarre, on sait très bien qu'une escarre ne peut absolument pas cicatriser si la personne n'a pas un bon statut nutritionnel et n'a pas une bonne alimentation. Le point que je soulèverai, c'est les régimes restrictifs, hein, c'est soulevé dans les recommandations HAS, mais voilà, chez un sujet très âgé, il n'y a pas de régime sans sel, il n'y a pas de régime amaigrissant, voilà, ce que je dis, c'est tout le poids, la surveillance de son poids et son contrôle de poids, c'est tout le long de sa vie, je pense que c'est quand on est tout petit, c'est pas 90 ans qu'on va faire maigrir une personne âgée, parce qu'elle va fondre son muscle, mais elle aura toujours donc sa graisse, mais malheureusement il n'y aura plus de muscle, donc c'est assez dramatique. Il n'y a pas de régime diabétique, bon après ça on peut en parler en chasse, surtout sur le diabète de type 1, 2, il faut quand même un peu surveiller, mais attention, pas de régime hypocholestérolémiant bien sûr à 90 ans parce qu'on est dans du pronostic et ça n'a pas d'intérêt quand on a des très grands âges. Voilà, tout ce qui est résidus sans résidus au long cours et tout, c'est plus des choses qu'on voit ça. On les voit avant des préparations de coloscopie, mais c'est plus des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on pouvait voir avant. Donc je pense que c'est aussi pour cette raison qu'il faut insister dessus. Alors l'autre cible extrêmement important, c'est les traitements médicamenteux donc au long cours. Hein, et vous savez que quand on peut prendre, on dit que quand on prend plus de 3 médicaments par jour, eh ben ça aggrave ce risque de dénutrition. Vous allez me dire, on arrive très vite à 3 médicaments. Voilà, ça c'est très compliqué. Mais bon. Et puis, bon. Voilà, ça je dirais là-dessus. Puis on en reviendra peut-être un peu tout à l'heure dans le chat, c'est tous les syndromes démentiels, les troubles neurologiques, hein, toutes les pathologies neurodégénératives, mais je voudrais qu'on en revienne sur le chat pour avancer. Les troubles psychiatriques, hein, et même chez nos sujets âgés, on a beaucoup de syndromes dépressifs, c'est quelque chose. Les troubles du comportement, ça rentre souvent dans les pathologies neurodégénératives. Et puis, il ne faut pas oublier, bien sûr, la dépendance pour les actes de la vie quotidienne, hein. Parce qu'une personne, si elle n'est pas à celle de l'EHPAD, mais à domicile, et qu'elle est au 3e étage sans ascenseur et qu'elle ne peut pas aller faire ses courses, eh ben, c'est pratique, elle n'ira pas faire ses courses et elle ne mangera pas. C'est des choses qu'on peut voir, hein. Donc ça, c'est la vraie vie. Donc vous voyez que quand on voit tous ces risques de dénutrition, quand on a un grand âge, on risque de vraiment les cumuler et il faut presque se dire que quand même à un grand âge, tout le monde est à risque de dénutrition et il faut surtout ne pas passer à côté. Alors, dans les facteurs de risque de dénutrition, c'est bon. Moi, je voulais aussi parler des conséquences parce que vous allez me dire, s'il n'y a pas de conséquences à être dénutri, à la limite, quel est l'intérêt de tout ça? Alors, dans les conséquences, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure sur les escarres. Ce n'est pas la dénutrition en soi qui va provoquer l'escarre. Vous savez bien que très rapidement, une escarre est constituée quand il n'y a pas de mobilisation de la personne. Mais l'escarre, pour qu'elle se cicatrise, il faut que la personne soit bien nourrie. Alors après, il y a différents types d'alimentation, ça c'est un autre discours, mais il faut absolument qu'elle ait ce régime, cette alimentation hyper énergétique, hyper protéique pour cicatriser. Vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez qui coûtent une fortune sur une escarre. Si la personne n'est pas correctement nourrie, elle ne cicatrisera pas de son escarre. Ça c'est un point extrêmement important. Dans les conséquences qui sont extrêmement importantes, c'est les chutes. Hein. Alors les chutes, lors de la dénutrition, on va agrafer sa fonte musculaire. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de la sarcopénie, qui est la diminution donc, de la masse musculaire. Si vous fondez votre muscle, vous fragilisez et du coup, vous avez des chutes. Et nos personnes âgées, vous savez très bien les voir. Déjà,
elle chute très souvent et pour des tas de raisons. Hein. Ça peut être une raison de proximité à domicile, un tapis, etc. Ça, les ergothérapeutes font attention à ce genre de choses. Mais il y a des chutes qui peuvent être mécaniques. Mais attention, si vous avez, voilà, vous avez plus de muscles, et ben, c'est sûr que le risque de chute est extrêmement important. La chute derrière, on en a parlé tout à l'heure, et ben, dans une grande proportion, ça peut être une fracture et une fracture du col fémoral. Et vous savez très bien que dans l'année qui suit la fracture du col fémoral chez des sujets très âgés et d'autant plus très dénutris, c'est un facteur de très mauvais pronostic et on a beaucoup de décès après ces fractures, voilà, dans un pourcentage important. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre. Donc il faut vraiment se dire que voilà, chute, dénutrition. Hein, c'est alors, l'autre point important, mais on revient aussi aux fractures dont je viens de parler, c'est l'ostéoporose. Vous savez que quand on vieillit, on a une ostéopénie, c'est physiologique, la masse osseuse va diminuer. Puis, à un moment donné, cette ostéopénie peut devenir ostéoporose ou ne pas devenir ostéoporose. Si elle devient ostéoporose, et ben, ça va aggraver les fractures. Hein. Donc, vous voyez, sarcopénie, chute, ostéoporose, fracture. Tout ça, c'est vraiment une spirale, hein, c'est totalement lié. L'autre point extrêmement important aussi de la dénutrition dans ses conséquences, c'est la déficit immunitaire. Et vous avez des gens qui vont devenir extrêmement fragiles. Et comme ils sont fragiles parce qu'ils ont un système immunitaire qui est faible, et ben, ils vont contracter les infections. Alors, toutes les infections, hein, ça peut être les infections bactériennes, type pneumopathie. Je parle toujours des pneumopathies parce que c'est vraiment la première infection bactérienne chez le sujet âgé, mais ça peut être tout ce qui est viral. Hein. Donc, ça peut être la Covid, la grippe et tous les autres virus. Et donc, ça peut être vite catastrophique. Et comme je dis toujours, quand nous travaillons dans des établissements de santé, nous sommes en mode santé, nous avons un bon système immunitaire et nous ne contractons pas et nous sommes bien nourris et nous ne contractons pas toutes les infections virales ou bactériennes. Donc, parce qu'après, on parle d'infections nosocomiales, ça peut devenir des infections nosocomiales, mais parce que la personne au départ était extrêmement fragilisée. Voilà pour les conséquences, Sarah. Oui, les plus importantes. Hein, Merci alors, puisque j'ai une seconde, là, je vois que je ne suis pas tout à fait dans le temps. Je voulais parler. Alors, on a une petite question dans le chat. D'accord, allez-y. Une participante qui nous demande le MNA ne fait plus partie des critères de diagnostic. Alors, en effet, dans la dernière mouture qui vient de sortir et qu'on a vue, en effet, je n'ai pas vu le MNA. Alors, pour avoir beaucoup travaillé sur ce MNA, et on avait un peu retenu, nous, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, justement, sur la commission gériatrique du plan central. Ça a été des grandes discussions entre gériatres et on avait retenu le MNA short form, les 12 premiers critères. Je vous avoue que je ne les utilise plus. Voilà. Et pourquoi on avait réutilisé ça? Parce que je pense que j'ai toujours pensé que c'est un outil déjà de dépistage et que au départ, il avait été créé pour la consultation. Donc, vous pouvez le trouver, le MNA, en consultation, par exemple en consultation mémoire ou autre consultation gériatrique, mais plutôt ciblée justement sur ce qu'on appelle le short form. Et notre grande problématique qu'on a vue avec les gériatres, c'est que nous, les patients, quand ils arrivent à l'hôpital, que ce soit le court séjour gériatrique, le soin de suite gériatrique, le soin de longue durée gériatrique, ils étaient au-delà de ça. On n'était plus du tout dans le dépistage et on était vraiment voilà, dans le vrai diagnostic. Et c'est pour cette raison-là, si vous voulez, mais c'est un outil que, voilà, si vous voulez l'utiliser, on peut bien sûr l'utiliser. Voilà. On n'a plus de questions. Merci pour ces explications. On peut passer à la session de questions-réponses, si vous le voulez. À moins que vous ayez autre chose à détailler. Non, parce qu'à la limite, on va le détailler après. Est-ce que voilà. Donc, pour cette session de questions-réponses, donc on a deux questions qui sont ouvertes. Donc, je vous invite vivement à indiquer sur le chat si vous voulez intervenir par la suite. Donc, je vous donnerai la parole en fin de session.
Et sinon, à faire toutes vos remarques ou votre question, là encore, sur le chat. Donc, première question. Dénutrition et maladie d'Alzheimer, quelle stratégie adopter avec les patients pour les réalimenter? Donc, Docteur Zekeli, votre avis sur le sujet, s'il vous plaît? Alors déjà, je voulais quand même recibler un petit point sur la maladie d'Alzheimer. Alors moi, je vais beaucoup plus large parce que quand je parle de maladie d'Alzheimer, on sait très bien que c'est aussi maladie apparentée. On ne va pas cibler uniquement sur la maladie d'Alzheimer. Et le point extrêmement important, c'est que l'anorexie est un trouble du comportement alimentaire dans cette maladie et c'est extrêmement fréquent. C'est vraiment un point qui est majoritairement fréquent. Bon, c'est sûr que ces patients-là peuvent être hyperphagiques. Moi, j'en ai déjà vu. C'est des patients qui tout d'un coup vont avaler des aliments très très rapidement, qui sont compulsifs. C'est grave parce qu'ils peuvent justement faire des fausses routes extrêmement graves et mourir. J'en ai vu, mais c'est très compliqué à prendre en charge. Mais la grande majorité, c'est vraiment cette anorexie qui est extrêmement fréquente. Et là, la grande complexité des soignants, parce que tous les jours, les soignants vont vous dire « mais qu'est-ce qu'on fait, la personne ne mange pas ». Et là, c'est quelque chose qui devient extrêmement difficile à prendre en charge. Alors, ce que je voulais rappeler aussi, c'est que ces troubles du comportement alimentaire, c'est en 1906, quand Alois Alzheimer a décrit cette maladie, il avait déjà décrit cette perte de poids et il disait le poids corporel diminue lentement et régulièrement et ça c'était sur sa première observation. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait vraiment partie du tableau et c'est extrêmement compliqué dans la prise en charge. Donc après il y a des stratégies alimentaires. Voilà, moi où je travaille, j'ai une unité, on a une UHR, une unité d'hébergement français, une unité de vie protégée, une UVP. Et je pense qu'après, il faut vraiment adapter. Alors, c'est la texture en soi, puisqu'il faut, je pense, que développer le manger-main, ce qu'on appelle aussi, qu'on voit le finger food. Voilà, c'est pas toujours évident. Je sais que c'est pas fait dans tous les EHPAD, mais je pense qu'il faut absolument laisser manger les personnes quand elles veulent. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas donner n'importe quoi dans ce manger-main parce que justement, ils sont quand même très fragiles et très à risque de troubles de la déglutition. Donc ça, c'est des choses, c'est la vraie vie, c'est ce qu'on voit au quotidien, mais il faut vraiment, voilà, je pense qu'il ne faut pas être dans le rythme alimentaire, il faut vraiment qu'ils mangent voilà, il faut les laisser manger comme ils veulent. Alors, il y a eu des expériences de fait. Il y a quelques années, alors je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est la deuxième version, avec des diététiciennes et associées avec EC6, justement. On avait écrit l'alimentation d'Alzheimer, s'adapter au quotidien. Voilà, ça c'est la deuxième. Et c'est un guide pratique à l'usage des aidants. Et on avait fait ça avec un groupe de diététiciennes. Et pourquoi on avait fait ça? Parce que justement, c'était toute cette difficulté qu'on pouvait avoir dans les hôpitaux, dans les EHPAD, à domicile, comment nourrir ces patients anorexiques. Alors, il y avait eu donc le finger food, maintenant quelque chose qui a bien évolué, qu'on connaît bien, et il y avait eu des petites unités qui laissaient dans des endroits stratégiques l'alimentation. Alors attention, parce qu'au niveau hygiène alimentaire, là, je vais en faire hurler certains, donc il faut vraiment que ça soit, vous imaginez pas, ça peut pas être à grande échelle. C'était vraiment des unités avec vraiment le risque hygiène là, plus, il faut faire très attention. Voilà, donc c'est des petites choses, mais il faut vraiment, il faut s'adapter. Voilà. Mais pensons au finger food. Alors ça peut, le finger food, il y a un regard aussi des familles qui est un petit peu compliqué des fois. Ils peuvent ne pas comprendre. Parce qu'on comprend très bien qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est très compliqué. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur cette perte de poids dans ces pathologies-là, souvent elle précède même le diagnostic de démence. On voit une petite dame qui va arriver, qui est extrêmement maigre et dénutrie et qui est le maintien à domicile était à peu près cadré parce qu'elle était dans son repère, parce que ça fait 50 ans qu'elle vit dans son appartement. Et puis il n'y a eu aucun diagnostic de fait de pathologie Alzheimer parce que bon.
Et puis, bah, elle arrive, c'est quelqu'un qui a perdu du poids, puis vous vous rendez compte qu'il y a des gros troubles cognitifs, et puis que c'est déjà une démence extrêmement évoluée. Ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est de la pratique, je dirais, quotidienne de gériatre. Voilà. Très bien. Si vous voulez réagir à cette thématique-là, vous pouvez activer votre micro ou me l'indiquer dans le chat. Très bien. Donc, peut-être par la suite, en fin de session, donc on peut passer à la thématique suivante. Donc, en pratique, enrichissement de l'assiette, en première attention, à quel moment doit-on passer au CNO? Donc, docteur, votre avis sur la question, s'il vous plaît? Ben moi, je suis intimement, et c'est ce que je fais dans mon établissement, c'est ce qu'on fait avec la cuisine, les cuisiniers, je dirais, la restauration, c'est que nous sommes tous faits pour manger sans passer par des compléments synthétiques ou ce que vous voulez. Donc, je suis intimement persuadée qu'il faut qu'au niveau de nos restaurations, on puisse enrichir directement l'alimentation et voilà, maintenant, on est clair. Des fois, ce n'est pas suffisant, des fois, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que si vous voyez une personne qui continue à perdre du poids, il faudra passer quand même aux compléments nutritionnels oraux. Mais je dirais que si on est obligé d'y passer, il faut quand même être extrêmement vigilant parce que ça ne remplace pas le repas. Ça, attention. Donc, dans ces cas-là, c'est stratégique. Il faut se dire à quel moment de la journée je vais le donner pour justement que ça ne remplace pas le repas. Moi, par expérience, je pense que ça peut être au goûter, puisqu'on sait très bien que chez la personne âgée, il y a la réintroduction du goûter. Alors, c'est fait dans les EHPAD, mais même à domicile. Voilà. Et puis, on sait que quand la personne a atteint un âge extrêmement important, on est à des 90, 95 ans, voire 100 ans, parce qu'on en voit de plus en plus, on sait très bien aussi qu'on peut revenir au rythme du 5 repas par jour, donc avec la collation du soir, puisque voilà, et donc là, il faut faire attention, il faut essayer justement d'enrichir l'alimentation, d'avoir des bonnes densités nutritionnelles. Ça c'est le travail de nos cuisiniers. Et parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas manger des grands volumes, au contraire, ils vont être assez, justement, surtout quelqu'un d'anorexique, si vous lui donnez un grand volume, il ne va surtout pas manger. Donc, il faut vraiment essayer de travailler sur cette densité nutritionnelle et essayer de les nourrir, donc, comme on dit, 4 fois par jour, et voire 5 fois. Et si je reviens à mes compléments nutritionnels oraux, donc moi je pense qu'il faut les laisser au goûter. Voilà. Et puis, ou alors, s'il faut réenrichir parce que vraiment le repas n'est vraiment pas assez pris, dans ces cas-là, il faut le mettre en fin de repas, surtout pas au début du repas ou en plein milieu. Et puis, pourquoi pas, comme je dis, à 22 h, justement, sur la collation de 22 h. Pourquoi pas? Moi, je pense que la personne âgée, moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus justement à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je m'étais aperçue avec les travaux qu'on avait fait, c'est qu'à 22 h, la personne âgée, ce qu'elle souhaitait, c'était une tisane, un lait chaud, des petits gâteaux. Donc, on peut tout à fait se prendre un complément nutritionnel, le réchauffer et justement augmenter ses apports protéino-énergétiques avec cette petite technique. Je veux dire, ça, c'est possible. Parce que ce qu'il faut faire attention quand même, c'est que souvent, tout dépend de l'heure du petit déjeuner. Alors, s'il y a l'heure du petit déjeuner qui traîne un peu, et puis vous avez l'heure du dîner qui est autour souvent midi, quand c'est midi et demi, on est content. Si vous redonnez à 10 h, la personne a un peu l'impression d'être gavée. Parce qu'on a vraiment toutes les calories, là, ils ont été mis en peu de temps. Donc après, c'est sûr que le goûter ou le dîner, ou arrive au dîner, la personne, elle n'aura plus faim du tout. Mais c'est complètement logique. Donc il faut essayer quand même de répartir les apports au moins sur 4 repas. Je pense à mon goûter en plus quand je parle des 4 repas ou je veux dire des collations. Donc voilà, donc je suis intimement persuadée qu'il faut tenter de faire comme ça, mais je ne vais pas vous dire qu'on ne donne pas de CNO parce que je sais très bien qu'on est parfois obligé quand même d'en donner. Voilà. Mais essayons de privilégier une bonne assiette
bien enrichi de nos cuisiniers. Voilà. Parfait. Merci à vous, docteur. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez nous parler de votre expérience sur le terrain, si vous voulez réagir à ce qui a été dit, ou tout simplement si vous avez des questions. C'est le moment. Et désactiver votre micro et interagir avec le docteur Zekeli. J'en profite pour vous donner la bibliographie où vous pouvez retrouver toutes les données et les éléments sur la dénutrition. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis sur les CNO. Oui. Alors, on a Mélina qui nous dit « Le CNO passe assez bien en dessert ». Vous avez tout à fait... Ouais, vous avez tout à fait raison, c'est ce que je vous ai dit. Si le dessert de la cuisine n'est pas suffisant ou n'est pas assez riche, oui, vous avez complètement raison, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, mais il est en fin de repas. Voilà. Bien. Bon, bah, comme un petit peu de moment, là j'ai quelques minutes, je voulais quand même revenir sur une chose qui paraît simple, mais auquel il faut quand même penser, qui est extrêmement important donc en gériatrie, c'est que l'environnement du repas est extrêmement important. Ça, moi je me bats contre ça. Alors pour ma partie EHPAD, dans mon établissement, je n'ai pas qu'un EHPAD, mais j'en ai un et j'y suis très vigilante. Je souhaite absolument que les résidents y mangent. Et quand j'ai fait mes visites de préadmission, je le dis, qu'ils mangent en salle à manger le midi et le soir. Évidemment, le petit déjeuner, ils sont tous deux et je pense que c'est totalement inadapté. Ça, c'est un point extrêmement important. Parce que manger seul dans sa chambre, au niveau de ses apports énergétiques, c'est pas convivial et c'est souvent vite catastrophique. Et l'environnement de la salle à manger est extrêmement important. La vaisselle est très importante. Ça, c'est des travaux qu'on a beaucoup fait, justement. On a beaucoup travaillé là-dessus, hein, à l'AP là-dessus. Très, très important. La couleur de la vaisselle. Bon, on ne met pas une purée blanche sur une assiette blanche parce que comme beaucoup de gens quand même sont anorexiques, et on a quand même beaucoup de gens qui ont des troubles cognitifs, et ça, vous le savez bien, dans les EHPAD, une grosse majorité. Je ne dis pas tous, mais quand même, une grosse majorité rentre en EHPAD parce que justement, il y a des troubles cognitifs et des difficultés de maintien à domicile. Donc, voilà, donc la vaisselle, c'est très important. Alors, les cuisiniers savent faire aussi, on nous apprend bien les couleurs. Bon, il y a des études qui ont été faites là-dessus par rapport aux couleurs, l'assiette. On sait que s'il y avait au niveau des repas, si par exemple une purée carottes, brocolis avec des couleurs comme ça, il y avait une augmentation justement de la consommation alimentaire. Il y a certaines équipes qui ont fait ces travaux. Et ça, je pense, dans l'environnement, il faut souvent penser au bruit. On ne pense pas au bruit. J'avais des collègues d'Émile Roux qui avaient travaillé là-dessus, un hôpital de Paris, gériatrique, où justement des environnements extrêmement bruyants, des salles à manger très bruyantes, ça diminue, les personnes sont perturbées et ne s'alimentent pas bien. Donc ça, c'est des choses qui sont pour moi extrêmement importantes. Docteur, je me permets de vous couper. On a une intervention de Marion, oui, qui veut prendre la parole. Très bien. Oui, bonjour. En fait, je me permets juste de rebondir sur ce que vous dites au niveau de la structure des repas. Je sais qu'est mis en place actuellement une expérimentation, justement. Ce matin, j'étais en conférence webinaire par le Conseil, c'est le Conseil national pour l'alimentation qui intervenait sur le sujet de la dénutrition. Et apparemment, il y a une étude qui est en train d'être réalisée sur, du coup, la restructuration des repas. Et je voulais votre avis sur les repas à 3 composantes, du coup. Parce que, aujourd'hui, on sait que la personne âgée, souvent, n'aime pas forcément, a un petit appétit, compte tenu des goûters qui sont servis. Je voulais votre avis là-dessus et du coup, travailler sur l'enrichissement de ce type
de repas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça, c'est des. Je crois que depuis ma carrière, j'ai toujours entendu parler de ces problèmes et on voulait absolument. Alors, surtout, c'était la discussion, c'est souvent sur le repas du soir. Parce que certains s'évertuaient à mettre ces 5 composants du soir, ce qui est extrêmement compliqué. Et c'est vrai qu'il faut dire la vraie vie, parce qu'en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est la vraie vie. Et c'est vrai que les 3 composants pour le soir, moi, je vois bien. Je vois bien que c'est vrai que c'est souvent, hein, parce qu'il y a des hommes qui mangent bien, hein, quand même, hein, mais on a quand même une majorité de femmes, mais quand même de plus en plus d'hommes. Et il est vrai que souvent les 3 composants sont assez suffisants, surtout, je dirais, pour le dîner du soir. Et je n'ose pas dire, hein, c'est que même des fois, le 2 composants suffit à certaines personnes. Mais là, je n'ose pas le dire. Hein. Mais les 3 composants, pourquoi pas le soir? Parce que c'est la vraie vie. Alors, je ne sais pas comment ça a été expliqué ce matin et quelle est l'étude, mais bon, ça fait des années qu'on parle de ça. Apparemment, c'est une expérimentation sur 3 hôpitaux et du coup, ils voudraient l'étendre en passant par la DGOS sur le déployer justement ça au niveau des 40 établissements qui s'étaient proposés à l'étude. Mais et du coup, quand vous dites que oui, pourquoi pas, quels sont au niveau du repas? Donc, moi, je suis diététicienne. Ah oui, alors moi, je ne suis pas diététicienne, hein, donc moi, je compte sur vous pour ça. Hein. Mais votre avis, non, mais en fait, quand on sait que la personne, elle a du mal à manger la viande, est-ce qu'il y a un intérêt justement à laisser la viande le soir, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très ragoûtant pour la personne âgée? Oh là là. Alors là, je vais vous dire une chose, il y a bien longtemps, j'ai pas mon chef de cuisine à côté de moi, mais écoutez, franchement, je regarde les menus, il y a bien longtemps, et on en avait discuté depuis des années à la PHP, la viande de soir, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Hein, dans les hôpitaux, ouais. Dans certaines maisons de retraite. Et même chez nous, la viande le soir, je vous dis, j'ai pas le menu sous les yeux, mais c'est quand même très rare parce que moi, je vois mon chef de cuisine, là, David, vraiment le soir, et c'est ce qu'on faisait avec les diètes de la paix, hein, c'est travailler sur les gratinés. Et ce qu'ils font beaucoup, c'est tout ce qui est tarte salée, les quiches, ce genre de choses. Et moi, je vois, elle mange très bien, hein. La quiche le soir avec de la salade, alors au niveau densité nutritionnelle, on peut quand même faire bien avec ce genre d'aliments. Franchement, c'est ce que la personne aime. La viande le soir. Non, mais je parlais de demi-portion protidique, mais effectivement, je vous rejoins sur les tartes salées. Je pense qu'effectivement, ah, ils adorent ça. C'est en fait... mais moi j'ai quitté l'assistance publique en 2017 et j'ai travaillé avec les diététiciennes pendant des années. On travaillait main dans la main, hein, donc et franchement, on privilégiait, je sais très bien qu'elles privilégiaient les gratinés et toutes ces tartes salées. Franchement. Non, moi j'étais plus dans conserver effectivement le potage, amener, comme vous dites, un élément protidique, mais effectivement le potage, pourquoi pas l'enrichir avec un CNO ou pas, et effectivement plus appuyer sur le dessert, parce qu'on sait que les compléments nutritionnels oraux sont quand même assez appréciés, et pourquoi pas effectivement partir sur un dessert, parce qu'on sait que les personnes âgées, pour la majorité, aiment bien le sucré, même si c'est pas toujours vrai, hein, mais et effectivement dans ces cas-là, supprimer un peu le plat de résistance qui forcément n'est pas toujours qui coûte très cher et qui n'est pas consommé. Il n'est pas consommé. Mais bien sûr, la soupe, je vous rejoins, hein, c'est parce que moi j'étais dans mon, mon plat un peu hyper protidique et hyper énergétique. Tout à fait, la soupe, ils aiment beaucoup. Hein. Ça, la soupe, il ne faut pas leur enlever. Hein. La majorité aime la soupe et je crois que même l'été, ils mangent de la soupe et moi je suis dans le Var. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne faut pas leur enlever la soupe le soir. Hein. Surtout que maintenant, il y a des tas de tout petits types de soupes. C'est quand même les veloutés. Et il y a les veloutés froids hein, aussi hein, qu'on fait maintenant. Hein. Je vois ici, les gazpachos, ce genre de choses, c'est aussi très apprécié. Hein. Ouais. Mais le jour où vous mettez la soupe, c'est pour ça que je me permets, quand j'appuie sur le fait qu'il soit en composante, le jour où vous mettez la soupe, c'est vrai que c'est des légumes. On peut très bien tomber sur un gros volume et pas forcément, est-ce que ce soit pas très intéressant nutritionnellement. Et c'est là où je pense qu'il est important du coup d'enrichir, alors avec différentes méthodes, hein, soit l'enrichissement naturel, soit par le biais de solutions qui existent sur le marché. Mais pour moi, la soupe, elle est
irremplaçable pour la personne âgée, mais avec justement un effet de pouvoir l'enrichir, parce que si on donne que de la soupe en tant que telle, ça n'apporte rien, quoi. Enfin, à part de l'eau et effectivement des vitamines. On est complètement d'accord. On est d'accord, mais franchement, le gratiné, la tarte salée, moi je vois, c'est quand même ce qu'il y a de plus consommé le soir. C'est sûr que si on donne andouillettes frites le soir, ils ne vont pas le manger, hein, c'est clair. Hein. Non, on est bien d'accord. Non, on est tout à fait d'accord. Moi, je suis dans la vraie vie, hein. Je suis dans la vraie vie et je vois très bien ce qui se passe depuis des années et on essaie de faire au mieux. Voilà. Et le dessert, ça c'est sûr que le dessert, mais c'est vrai, il y a des personnes âgées qui ne sont pas très sucrées. La majorité quand même, ils aiment bien le dessert. Oui. Ouais. Très bien, je vous remercie en tout cas. Merci à vous Marion pour votre intervention. C'est toujours intéressant d'avoir ces retours d'expérience sur le terrain. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui souhaitait intervenir. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Au nom de l'équipe CNS Solutions, nous avons été très heureux de vous accueillir. Et merci à vous, Dr Zekeli, pour votre intervention très enrichissante. Donc, merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.